Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le parrain de notre émission, Jean-Jacques Dely. Bonjour, Jean-Jacques Dely. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jérôme Delanzu. Ici Serge Aurier. Ici Steve Elana. Ici Ludovic Joly. Ici Larsen Forêt. Ici Rénal Pedros. Ici José Saez. Ici Eric Raldesson-Atala. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butet. Ici Jean Choclin. Mathieu Séville. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle foot. Je l'écoute sur RTS Radio. Valentina, partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. Oui, vous avez vu, un nouveau jingle maintenant, bien sûr, parce qu'on commence à 20h, donc j'ai dit hop, on crée un nouveau jingle, allez c'est parti. Donc il est 20h, ouais, d'habitude c'est 21h, hein, voilà, pour ceux qui connaissaient pas l'émission avant, maintenant c'est 20h, 21h, tous les mardis soirs. Avec mes chroniqueurs ce soir, John, Jean-Michel et Jean-Michel Badian, bien sûr, et Brice. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, Jean-Michel Badian, bien sûr, du PFC, John du Barça et Brice du Real de Madrid. Non, j'ai insulté Brice là, exprès. Ah oui, attention. Ouais. Oui, et moi aussi d'ailleurs. Ah ouais, non, de Newcastle, John. Mais il est fou cet enfant. Voilà, je suis fou. J'ai un petit défi ce soir. On me l'a tweeté, on m'a dit qu'il fallait que je la chante, donc je vais la chanter. Et la nana, Steve Elana. Voilà, c'est fait, terminé, la honte sur moi. C'était tweeté, je devais faire le défi réussi. Merci. En tout cas, ce soir, on va recevoir un invité. Il va croire qu'on est fou ce soir, mais non, on n'est pas fou. Cet invité, il va travailler à France Soir, l'esprit du sport, France Football, le journal du dimanche, le 10 Sport. Il a écrit aussi Laurent Blanc, la face cassée du président. Vous savez, un sacré livre qui est sorti il y a pas très très longtemps. Et le dernier, les perles du foot et encore plein d'autres livres. Hein, je les ai pas dit, mais il a coécrit aussi avec Snake pour Bichente, non pas pour Bichente, mais pour Yuri Djorkaeff. Yuri Djorkaeff, merci. Ouais, je cherchais. On reçoit ce soir Arnaud Ramsey. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Mais de rien, avec plaisir, bonsoir. Et puis vous avez vu, j'ai plus de clubs que Jean-Michel Badian, hein, et des journalistes aussi parfois sont transférés, donc ça arrive, ça arrive. Énormément de clubs, énormément. France Football a été votre plus grand. En tout cas, celui où je suis resté le plus longtemps, je suis resté 7 ans, et puis j'ai démissionné en 2005 pour essayer d'avancer, comme quand on s'ennuie un peu dans un club ou quand on a l'impression un peu de plafonner. J'ai pris mes responsabilités et j'ai pris du champ pour découvrir d'autres choses, et après j'ai pris un peu goût, je vais dire, à la démission. C'est un peu particulier de dire ça, mais voilà, j'aime bien avancer et découvrir, et je trouve que dans le milieu de la presse, on tourne un peu parfois en rond, et voilà, comme dans un club, quand on dit qu'on est malheureux, quelque part, on prend ses responsabilités et on s'échappe. Et voilà, je me suis échappé pour la dernière fois de François. Et là, j'ai créé ma petite structure pour me vendre et pour me décliner. Je suis un peu le VRP de moi-même. Et puis, je fais des livres, comme vous l'avez dit, des émissions, des articles. Et je suis un peu plus souvent à la maison. Ce qui est pas mal aussi, ce qui est un luxe. Ça aide beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup de livres coécrits en tout cas. Ce soir, sommaire de l'émission, bien sûr. Premier débat avec Arnaud Ramsey qui après nous quittera nous on fera notre deuxième débat avec toute l'équipe, et ensuite les pronostics. Alors les pronostics, il y a un pronostic que je veux absolument faire ce soir parce qu'il y a le gros choc ce soir que tout Français attend de PSG Barça. Automatiquement PSG Barça, il me faut vos pronostics, messieurs. Alors Arnaud, il me faut ton pronostic sur PSG Barça. Moi j'ai la chance d'aller dans les tribunes parce que je suis parisien, donc le PSG de 95 avec le but de Guérin où il y avait eu 2-1. Et je vais redire la même chose. Je suis pas très bon pronostic, mais je dirais 2-1 pour le Paris Saint-Germain ce soir, comme en 95. Ah, pour le PSG. Ok, très bien. Pour le PSG, oui.
2 buts partout. Allez, match nul. Ok, très bien. Ah, ça fait mal, 2 buts John. partout, ouais. Ouais, c'est pas Ouais. mal. Je vais faire comme Arnaud, 2-1 pour le PSG. Mais apparemment, ça s'annonce mal pour moi, du coup. On verra ça. On en reparlera. Brice. Je vais dire 2-0 pour le Barça. 2-0 pour le Barça. Ah là là, Brice, on sent la forcément. ferveur espagnole. Et ben moi, pour ma part, je vais me mettre à match nul. Je sais pas, c'est entre le Barça et match nul, même si j'aimerais que le PSG gagne. En tout cas, on verra ça tout à l'heure. Merci à mes partenaires football.fr, tout le monde s'en fout et jeunefoot.com. Merci à eux, même si j'ai pas publié mes articles aujourd'hui, je les remercie quand même parce que c'est des fervents partenaires. En tout cas, ce soir, premier débat, on va tout de suite rentrer dedans. Les journalistes sportifs ne sont-ils pas un peu responsables de la mauvaise image de certains sportifs? Alors là, je tiens à vous le dire, il y en a certains qui m'ont dit ça va être un débat remuant qui va remuer énormément de choses. Bah, moi, le jingle ce soir, comme tout jingle, je choisis un jingle et ce soir, j'ai choisi un petit jingle avec un petit clash qui a été fait le 1er mai avec mon ami Pierre Ménez et Olas. Écoutez ça. Qui, comme d'habitude, fait le pitre. Mais ceci étant, Avril, je pense Jean-Michel. que... Si... Je vais pas pleurer quand même. Ouais, non, mais... En fait, c'est tous les jours avec vous, Pierre, et quand vos jugements sont systématiquement pour tourner en ridicule le football français, faut pas avoir été dirigeant pendant quelque temps avec les résultats que vous avez eus et qu'on connaît tous, et qui, à la longue, gênent tout le football français, monsieur Ménez. C'est pas grave. Je suis pas payé par le football français, je suis payé par Canal. Allez, bon, ça, c'était dans les dents de Jean-Michel Aulas. J'ai bien aimé ce truc-là. Je me rappelais plus du tout de cette chose-là. J'ai retrouvé ça sur YouTube. C'était assez sympathique. Donc, en tout cas, on va passer au premier débat. Premier débat, donc les journalistes sportifs, est-ce qu'ils sont responsables de la mauvaise image? Alors, première question pour vous, Arnaud. Les journalistes, est-ce qu'ils peuvent tuer une carrière de joueur? C'est un vaste débat. Moi, ça m'a fait sourire, effectivement, parce que Pierre Ménez, vous en parliez, c'était il y a quelques mois, et Jean-Michel Aulas, taquin, et qui est quand même le roi de la mauvaise foi, mais faisait allusion à juste titre au passage éphémère et pas très glorieux de Pierre Ménez, qui a travaillé quelques mois au Stade de Reims dans un club de foot, et voilà, il est pas fait pour ça, il reste un journaliste, même s'il est devenu un peu, parfois une caricature de lui-même, et puis il est même aux marionnettes, et puis on a vu aujourd'hui que Ménez a encore tweeté, et c'est devenu, bon, pas une affaire, mais en tout cas, ça fait sourire. Vous avez vu avec Joey Barton, plus Thiago Silva, donc Pierre Ménez qui est venu au secours de Thiago Silva. Après, pour revenir à votre question, c'est inquiétant si un joueur et si la presse arrive à tuer un joueur de foot, mais c'est vrai que, et Jean-Michel Badiane est bien placé pour le savoir, les joueurs nous, médias, on se rend pas forcément compte de la violence des écrits, mais il faut aussi que les joueurs de foot soient bien entourés, ce qui n'est pas toujours le cas, et quand on est trop poussé en pleine lumière, c'est pas commode à vivre. Moi, j'ai très très bien connu Nicolas Anelka, que je continue à fréquenter. Je l'ai connu, il avait 15 ans et demi, donc il avait déjà une foi en son destin et une croyance en lui, mais il aurait pu être brisé par les médias, parce qu'ils n'ont pas toujours été très sympas avec lui. Après, est-ce que les médias doivent être sympas? Ça, c'est autre chose, mais ce qui est marrant, c'est que le débat intervient le jour où Jérôme Cahuzac admet qu'il avait des comptes à l'étranger. C'est une affaire révélée par les médias, donc ça dépend où on place le curseur dans le rôle des médias. Après, c'est sûr que quand on critique seulement la performance sportive, il n'y a pas de raison de pas détailler, parce que les joueurs sont sévères entre eux, et puis c'est le métier du journaliste de commenter les performances sportives. Ce qui est ennuyeux aujourd'hui, c'est que le joueur de football, en tout cas le plus connu, est devenu, j'allais dire, un people comme un autre. Beckham, on parle plus seulement de sa carrière. Nasri, on l'a vu hier chez beIN Sport, c'était un mea culpa un peu médiatique. Donc, c'est un vaste débat. Ça dépend où on place le curseur, et puis tout le monde a un avis sur le foot. Donc, c'est pas illogique que les médias, parce que les médias, c'est un bien grand mot. Mais moi, j'étais en Afrique du Sud pour François. Ce que j'ai vu avec le bus et tout ce qu'on fait, ce n'est pas que les médias, ça n'a pas été inventé. Après, voilà, c'est grossi, déformé. C'est clairement que Nicolas Anelka, il a vraiment tendu la perche, quoi. Enfin, oui, après, est-ce que les footballeurs doivent être exemplaires dans leur comportement du terrain? Je sais pas, c'est autre chose. Ce qu'on leur demande, c'est au moins d'être bon sur le terrain. Il a vraiment donné le bâton pour se faire battre. Après, il y a eu un acharnement énorme sur lui. Est-ce qu'il est mérité, oui ou non? Peut-être pas, mais c'est lui qui a commencé à allumer le feu, quoi. Je veux dire...
Anelka, oui, bah après c'est parce que l'équipe, après faut remettre les choses dans le contexte. Si l'équipe ne sort pas à la une l'insulte, même si c'est pas exactement la bonne qu'a lancé Anelka à Domenech, parce que l'équipe c'est Anelka, ça n'a pas commencé là, ça a commencé au Real de Madrid par exemple, hein. Ah, c'est autre chose. C'est différent, c'est différent. Et moi, je le fréquentais beaucoup à l'époque à France Football. J'allais le voir très souvent à Madrid. On va dire, c'était une maladresse, mais il est aussi responsable. Il n'a pas insulté le club, il a boudé. Il s'est heurté à une institution. Après, il est rentré dans le rang, il a été puni, il a eu des jours de suspension, il a été privé de salaire, et puis au final, il a gagné la Ligue des Champions en étant titulaire en finale avec le Real Madrid contre Valence, au Stade de France. Donc en finale, non, mais il avait marqué contre le Bayern à l'aller-retour. Donc le but qui qualifie le Real de Madrid en finale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que cet épisode-là, il a commencé plus tôt. Oui, non, mais vous parliez des médias. Après, il y a le caractère aussi. Ce qui est compliqué dans le football, c'est que c'est un sport collectif, mais c'est devenu pour moi un sport individuel. Donc, on décrypte, on est inondé de statistiques toute la journée. Il y a parfois aussi l'entourage du joueur qui le fait mousser. Et il y a les parents parfois qui sont un petit peu dépassés par les événements. Et pour le cas d'Anelka, voilà, il a toujours voulu être un footballeur différent, avec aussi l'odeur de soufre qui l'accompagne. Donc, si vous connaissez, enfin, je connais un petit peu quelques joueurs de football, et c'est pas quelqu'un de conflit dans le groupe, hein. C'est quelqu'un de plutôt timide. Ça peut paraître surprenant, mais il est assez timide. C'est un joueur que j'aime bien, hein. Quand j'ai vu ça, enfin, je suis un fan d'Arsenal, donc ce qu'il a fait à Arsenal pendant un an, puis même au Real, je suis assez admiratif de sa carrière, hein. Mais justement sur Anelka, j'aimerais entendre Jean-Michel qui lui l'apprécie bien. Qu'est-ce que toi t'en penses? Et puis après on passera à autre chose qu'Anelka, parce qu'on sait qu'Arnaud Ramsey l'apprécie aussi bien et le connaît très bien. Jean-Michel. Bah Nico, c'est assez simple, hein. Je l'ai connu à différentes étapes de mon parcours footballistique, que ça soit à l'époque de l'INF Clairefontaine, parce qu'il a aussi suivi cette école de préformation. Après, lorsque j'étais un jeune joueur et que j'étais appelé régulièrement à côtoyer le groupe pro au temps où il était au PSG. Et puis un petit peu plus tard, lorsqu'il évoluait à l'étranger, que ça soit à City, à Bolton ou à Fenerbahçe, où il revenait très souvent à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'on a un très bon ami en commun. Et j'insiste bien qu'un joueur comme Nico ne pose jamais de problème dans un groupe. Bien au contraire, c'est toujours quelqu'un qui a toujours été très apprécié dans tous les groupes qu'il a été amené à côtoyer. Et j'irais même plus loin, ça reste que mon avis. Moi, je préfère toujours des joueurs comme ça. Alors bien sûr, on a toujours tendance à les définir comme différents, mais pour moi, ils sont pas différents, ils sont juste intègres. J'ai des amis qui ont un caractère, qui ont une sensibilité similaire à celle de Nico. Alors certes, ils ont pas un métier de notoriété publique, mais moi j'aime les gens vrais. Avec Nico, tu sais où tu vas. Beaucoup d'autres joueurs qui ont cette image policée, aussi bien auprès des médias qu'auprès de l'opinion publique, ont fait ou font beaucoup plus de mal à leur vestiaire, parce qu'ils se montrent faux, et ça c'est un problème qui est d'autant plus grave qu'un joueur comme Nico, ou alors comme Vikash Dorasso, je peux en citer quelques-uns, mais ouais, donc ça montre bien, Jean-Michel, que il y a des joueurs qui sont incompris au sein de certains journalistes. C'est-à-dire que ils peuvent se faire détruire comme Pierre Menez et encore d'autres, hein. On peut prendre aussi Daniel Riolo qui est à RMC, hein, qui se font détruire parce que certains journalistes ne les comprennent pas, et ça reste compliqué pour certains joueurs. Après, faut comprendre la critique aussi, non? Oui, mais après c'est pour ça qu'on part aussi dans un cercle vicieux à un moment donné, parce que nous nous on est joueurs. La critique, on peut la juger injuste, mais comme n'importe qui peut la juger injuste. Alors moi, aujourd'hui, je peux avoir le recul parce que je suis sur le terrain, je sais ce que mon entraîneur me demande, je sais ce que mon club me demande. Après, c'est sûr que là où ça peut faire mal, c'est par rapport aux proches qui, eux, vont lire, je sais pas, le Parisien, l'équipe, le France Football, comme des passionnés de football, et voir que le proche se fait tailler, c'est pas toujours appréciable. Mais bon, après, on peut aussi tomber dans une certaine paranoïa en se disant, mais le monde entier nous en veut, l'ensemble des médias nous en veut. Alors ils cherchent le buzz aussi, les médias. Les médias, ils cherchent le buzz aussi pour ça. Le joueur en profite aussi, hein. Le joueur le cherche aussi parfois, le buzz. Oui.
Justement, sur le buzz, John, désolé, je te coupe, mais sur le buzz, je voudrais entendre justement Arnaud sur un peu sur l'affaire John Champ qui s'est passé un peu justement avec ce journaliste qui s'est pris son coup de poing. Ça, c'est différent, pareil. Ouais, on peut parler aussi de Nasri, on peut parler de encore plein d'autres choses comme ça qui sont passées dans les médias. C'est des médias qui ont relaté des faits, c'est-à-dire qu'ils ont dit que les anciens de Montpellier étaient contre l'entraîneur, donc bon, ça créait des causes que John Champ n'avait pas accepté, et il a mis un coup de poing. Alors, c'est à cause de qui? C'est à cause du journaliste qui a provoqué un peu ça ou qui a relaté des faits? Alors, faut se mettre de quel côté? C'est ça qui est un peu complexe, parce qu'on a l'impression qu'on veut se mettre du côté du joueur, mais on a envie de le défendre parce que il accepte pas ce qu'on y a mis. Bon, après la réaction, on la défend pas, mais je veux dire comment départager les choses? Faut qu'un joueur ne dise pas à la presse, tout simplement, je pense. Oui, ou on l'a dit pour lui, vous savez comment ça se passe, tous les joueurs prétendent ne jamais lire l'équipe et leurs notes, bon, ça c'est un vaste mensonge. Oui, évidemment que c'est faux, mais bon, ça fait bien de le dire. Après, il y a toujours quelqu'un d'entourage qui vous le dit. Mais je veux juste revenir à ce que dit Jean-Michel Badiane, qui est plein de bon sens. Évidemment qu'il y a des joueurs qui ont une image plus polissée, sans citer forcément de nom, Anelka ou Dorasso, ont leur caractère, mais c'est aussi ce qui les rend différents et attachants pour moi. Voilà, fin de la parenthèse. Après, globalement, avant de vous répondre sur Jeune Champ, moi, ce que je comprends pas, c'est que moi, j'ai connu Anelka, je vous dis, il a 15 ans et demi, il était promis un destin extraordinaire qui était le sien, parce que je sais pas s'il jouera ce soir avec la Juve, mais j'espère. En tout cas, il est toujours debout à 34 ans. Ce qui, moi, me sidère, compte tenu des enjeux du football et de l'évolution, c'est que il y a deux planètes. Il y a les journalistes et il y a les footballeurs. Et il n'y a pas vraiment de passerelle entre les deux parce qu'on les connaît mal. Ils sont de plus en plus durs à approcher. Et surtout, moi, ce que je comprends pas, c'est que dans les centres de formation, il y a très peu de cours pour apprendre à s'exprimer, à communiquer, quitte à manier la langue de bois, mais au moins pour répondre. Et on arrive à une sorte d'opposition où les deux planètes se confrontent mais se comprennent pas. Et je comprends pas que des clubs professionnels qui investissent beaucoup d'argent sur des joueurs ne leur donnent pas quelques clés de communication, ne leur apprennent pas à s'exprimer, par exemple à pas répondre à chaud, et on arriverait à éviter les débordements du Nasri. Et autres. Nasri. Mais attention, la provocation de Nasri aussi, c'est un peu la provocation du journaliste, puisqu'on l'a pas vraiment trop relevé ça aussi. Nasri n'a pas envie de parler, le journaliste il dit ferme-la ou un truc dans ce style-là. Ouais, casse-toi. La zone mixte, Jean-Michel Badiane en a fait. C'est une zone de croisement. On est parqué derrière des barrières où il y a des journalistes qui sont un peu étouffés les uns les autres. C'était après un Euro 2012 catastrophique. Le ton est monté. Nasri Nasri a pas été très poli. Le journaliste a eu tort de réagir comme ça, mais de là à insulter quelqu'un. Il y a eu une campagne de presse anti-Nasri dans l'équipe pendant. Moi j'ai pas trouvé. Après, pour moi, c'est ça le problème, c'est-à-dire que quand Nasri, moi, ce qui me sidère, c'est que Nasri, qui marque un beau but contre l'Angleterre et qui joue plutôt bien, son premier réflexe, c'est d'insulter les médias. Donc je sais ça rappelle aussi un peu ce qu'avait fait Dugarry quand il avait ouvert la marque à la Coupe du Monde 98. Vous vous souvenez, il avait tiré la langue. C'était à l'adresse, mais bon, au moins Dugarry. Un peu moins explicite, hein. C'était un peu moins explicite. Ouais, mais Dugarry, lui, il avait vraiment bavé. C'était tous les jours Guignol et autres. C'est le copain de Dugarry. Je viens de Nasri, une campagne de presse anti-Nasri. Moi, je suis un peu scotché. Je m'en étais pas rendu compte du tout et j'ai pas eu cette impression que Nasri ait ce premier réflexe-là. Moi, je suis un peu déçu et un an presque pour faire un mea culpa très médiatique et très organisé où il s'excuse du bout des lèvres. Moi, il m'a pas convaincu. Après, pour Jeune Champ, moi, ce qui me choque, c'est Jeune Champ, il a plus de 30 ans, il est père de famille, il en a vu d'autres. De là, quand même, il faut remettre les choses dans le contexte. À Montpellier, il est allé chercher un journaliste, il l'a frappé, il a voulu aller le poursuivre pour s'expliquer avec lui. Donc, c'est quand même pas juste une réaction épidermique, c'est quand même quelque chose de conscient, d'assumer et de provoquer. Donc, sa suspension, elle est très lourde et c'est dommage pour lui, mais il a quand même largement mérité. On n'a pas quand même, qu'on conteste une note ou un article, mais de là, en zone mixte, en plus personne ne s'était aperçu qu'il y avait un article dans l'équipe racontant que les anciens seraient contre René Girard. Je veux dire, c'est parfois quand les gens se plaignent qu'on se rend compte. Ouais, mais on peut comprendre son énervement, mais après à en venir au point. Non, mais être énervé, d'accord, je comprends, mais c'était une colère froide, frapper, donner le journaliste a été en arrêt de travail quand même, et moi je connais le journaliste qui est un peu fluet, donc je pense qu'il a dû. D'ailleurs, je crois pas qu'il ait réécrit sur le foot. Mais voilà.
Mais c'est dommage pour les deux parties parce que je trouve ça pas bien, sa réaction, ça c'est clair, je le protégerai jamais, hein, je tiens à le dire quand même. Oui, Jean-Michel, tu voulais réagir sur Jeune Champ, enfin moi, si tu veux réagir sur Jeune Champ, sur Nasri, c'est ces réactions-là qui quand même, c'est pas les journalistes qui tuent les jeux, enfin c'est pas les journalistes qui l'ont tué, hein, à part si vous avez, John trouve que l'équipe a attaqué, mais assez Nasri, mais est-ce que Nasri a été assez attaqué pour qu'il réagisse comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ou même Jeune Champ? mais ce qu'ils embrassent les journalistes quand ils sont des bons papiers, les joueurs, je suis pas sûr. Hein, donc c'est comme un film, hein, vous savez, quand un film se fait critiquer, c'est dommage. Hein, mais imaginez si tous les comédiens ils frappaient les journalistes de cinéma à chaque fois qu'ils avaient une mauvaise critique. Bon, ce serait rigolo, mais non, c'est dur. Je pense que ça serait rigolo pour les journalistes, surtout il y a plus de journalistes. Non, mais je plaisante, oui. Non, mais ça serait un combat permanent, donc. Jean-Michel, vas-y. Oui, non, mais bon, après, j'insiste aussi sur ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport à parfois à la méconnaissance du journaliste par rapport aux sportifs. C'est valable dans le football, mais j'imagine que ça doit être valable dans d'autres sports. Dans le cas de Samir, ça aurait été aussi intéressant parce que bon, même si je vais pas le défendre, hein. Déjà d'une, il n'a pas besoin de moi pour ça, et puis de deux, on se connaît pas. Mais il faut savoir aussi que pendant cet Euro, il était dans un climat assez étrange parce qu'il avait aussi un membre de sa famille qui était gravement malade, et peut-être que ça vous amène aussi à avoir certaines réactions que vous auriez pas eues en temps normal. Alors ça n'excuse pas tout, mais pour savoir qu'il est en de très bons termes avec certains journalistes, par exemple de Canal+, j'aurais trouvé aussi intelligent de rappeler ça de temps en temps en expliquant aux gens aussi que derrière la performance du joueur, il n'avait pas seulement à gérer sa performance sportive, mais il avait aussi des événements extrasportifs aussi à gérer dans sa vie d'homme, quoi. Non, mais c'est clair. Après, ça reste un peu complexe. Moi, je vais poser une autre question. Est-ce que un journaliste peut monter un joueur? Alors, on sait que beaucoup de journalistes comparent certains joueurs, on va dire comme Paul Pogba qui a été comparé il y a pas très longtemps avec Vieira. Est-ce que ça les aide? Est-ce que les journalistes, est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que ça les aide de les comparer tout de suite pas à Gourcuff, mais Gourcuff qui a été comparé à Zidane, et tous les Zidane et ceci et cela. Bon, est-ce que ça, vous Arnaud, est-ce que vous trouvez que ça aide les joueurs ou justement ça peut beaucoup plus ça aide à faire monter leur valeur. Après, il faut savoir si c'est sincère ou pas. Vous savez, le problème du foot, et ce qui est magique dans le foot, c'est que c'est universel. Il y a cette émission en ce moment, tout le monde tweet, tout le monde est sur Facebook, tout le monde a un avis sur le foot. Et effectivement, quand on voit l'allure de Pogba, moi, il me bluffe, ce joueur, sa maturité. J'avais été au Stade de France, je l'avais écouté en zone mixte, il a 20 ans, se dire qu'il a que 20 ans. Il joue dans le même club dans lequel a joué aussi Patrick Vieira. Donc, moi, je suis il y a pas mal d'années, je n'avais pas découvert, si vous voulez, mais j'avais fait un gros article sur Alou Diarra quand il était avec l'équipe réserve du Bayern Munich. Donc voilà, ça l'a un petit peu mis en lumière, mais tant mieux, c'est aussi le boulot des journalistes de raconter des histoires, parce que moi je fais ce métier pour raconter des histoires, et l'histoire d'Alou Diarra, c'était Willy Sagnol qui m'en avait parlé en me disant, il y a un petit jeune qu'on a été chercher à Lou en Cuiseau, tu devrais t'intéresser à lui. Donc voilà, j'ai fait des articles sur Alou Diarra, et quand il avait été en équipe de France Espoir, il avait été tout de suite très bon. Avec le physique qu'a Alou Diarra, j'avais fait un papier, et c'était de mémoire, c'était le Patrick Vieira junior. Donc vous savez, des Patrick Vieira, il y en a une vingtaine depuis des années. Donc ça l'a pas desservi, ça l'a pas servi non plus, mais c'est vrai que le football, on aime bien se comparer. Aujourd'hui, on compare Messi à Maradona, on se demande si c'est le plus grand joueur de l'histoire du foot. On va dire que c'est le jeu, donc les journalistes n'échappent pas à la règle. Après, j'aimerais bien que les médias aient ce pouvoir, mais je pense qu'on prête trop de choses aux médias, et à part l'équipe qui a une force de frappe importante et un peu canal, mais qui diffuse surtout les matchs, aucun média peut survendre un joueur. Gourcuff, c'est aussi parce qu'il a joué en Italie, parce qu'il avait une élégance, parce qu'il joue au Girondins de Bordeaux. Je pense pas que ce soit que ça qui l'ait plombé. Je pense qu'il a des problèmes psychologiques. Pour moi, Gourcuff, c'est pas possible d'être aussi tout le temps blessé à chaque fois. Donc oui, tout le monde est un peu fautif, mais bon, pour moi, seuls les meilleurs arrivent à résister. Hein, donc voilà. Pogba, John, il a l'air bien armé, mais il faut un bon entourage, il faut un bon agent, il faut. Faut être blindé. Je pense qu'il faut. Non, mais faut pas se cacher. Il faut être blindé pour être quand on est joueur avec mentalement, tout ce qui se passe à côté. C'est clair. Quand on a leur niveau, ils ont tous un talent hors norme. Après, ce qui fait la différence, c'est dans la tête. Hein.
Anelka, oui, il est toujours debout après tout ce qu'il a vécu, il sera de costaud, je vous assure. Hein. Ah, c'est clair. John, on parlait justement de ces joueurs qui sont d'un seul coup montés en flèche dans les médias comme Paul Pogba qui a été comparé à Vieira. Est-ce que tu trouves que toi, ça les aide? Arnaud était plutôt d'avis un peu tranché entre les deux, que ça peut monter la cote. Je suis plus comme les Allemands en fait. Eux, ils laissent leurs jeunes assez tranquilles en fait. Jusqu'à 23-24 ans, ils ont pas aucune pression bien sûr, mais on les laisse tranquilles. S'ils sont mauvais sur un match, on n'en parle pas trop, on les laisse. Puis qu'une fois qu'ils sont arrivés à maturité, 24, 25 ans, là, on leur met une grosse pression et je trouve ça plutôt bien en fait. Je trouve ça vraiment même excellent quoi. On les a vus, des Mavouba par exemple, c'est l'un des cas pas les plus emblématiques en France, mais bon, assez connu. Celui qui l'a créé, Mavouba, c'est peut-être Domenech en le lançant au Stade de France contre l'Irlande aussi, donc c'est pas que les médias. Oui, mais après, Mavouba, ce qui était fascinant, c'était la belle histoire. On fait pas le procès des médias ce soir. Non, mais on peut. Hein. Non, mais après, il y a des erreurs un peu de décoder. Oui, bien sûr. Puis il aurait pu être bon lui aussi. Domenech aurait pu prendre quelqu'un de plus expérimenté. Je veux dire, il y a tout le monde qui a une part de faute entre guillemets dans ces cas-là. Brice, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. C'est vrai que les médias n'aiment pas reconnaître leur tort. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que les médias aiment bien tacler à droite à gauche, mais ont pas beaucoup de recul sur leur propre métier. Et se remettent très rarement en cause. Ça, c'est une réalité. C'est aussi pour ça que moi, j'ai beaucoup changé d'entreprise de médias, hein, parce que c'est un peu usant d'avoir l'impression de détenir la vérité. Que certains, Arnaud, se remettent en cause. Mais bon, après, il y a comme certaines personnes dans le foot ou comme d'autres dans tous médias, quoi. Brice, quelques petites réactions Twitter que tu me disais. PDG, n'hésitez pas à réagir sur Twitter, on parle foot. Hein. Il y en a quelques-unes, mais visiblement la majorité des tweetos c'est devant sa télé pour le match. Et donc il y a en fait la majorité des gens n'ont pas trop de tendance à taper sur les journalistes, plutôt sur les joueurs de foot eux-mêmes, en disant que c'est à eux de se remettre en question, c'est à eux d'être irréprochables sur le terrain pour ne pas justement être critiqués derrière à la sortie des vestiaires. Et enfin, comme vous avez dit, Monsieur Ramsey, il y en a beaucoup qui s'étonnent qu'il n'y ait pas de cours de communication encore qui soit fait dans les centres de formation. Donc ouais, ça c'est une grosse question qu'il faudra se poser prochainement, même à débat, pourquoi pas. Jean-Michel, toi ta réaction un peu sur tous ces médias qui montent certains joueurs comme Zidane, mais qui peuvent être Zidane après, ou d'autres joueurs quoi. Après on peut toujours dire que ça vient tôt, que ça va mettre de la pression sur le joueur. Mais honnêtement, pour l'avoir vécu, parce que j'ai eu la chance d'être formé dans un grand club avec à l'époque de très grands joueurs, il y a des tests beaucoup plus compliqués, quoi, parce que chaque jour, lorsque le grand joueur lui, il s'en fout que vous soyez jeune du centre ou un joueur confirmé, lui, si vous êtes là, vous devez être au niveau. La pression qu'il vous met, elle est beaucoup plus compliquée qu'une éventuelle comparaison d'un média. Elle a plus tendance à vous flatter parce que vous vous dites que le média, comme éventuellement certaines personnes au club ou alors certains de vos coéquipiers voient en vous un potentiel. Après, c'est à vous pour le transformer en essai quelque part, quoi. Donc la pression que vous vivez au quotidien sur vos séances d'entraînement ou sur votre match de compétition est éventuellement beaucoup plus compliquée à gérer qu'une éventuelle comparaison dans un média. Hein. Alors, ok. Alors Jean-Michel, tout le monde, Arnaud, une petite dernière question pour finir sur ce premier débat. Est-ce que des fois il n'y a pas certains journalistes ou même journaux qui mettent en avant certains joueurs comme il y a peut-être des journaux qui sont pro Messi, pro Cristiano Ronaldo et aussi pro Zidane, parce que quand Zidane a mis aussi un coup de boule à la Coupe du Monde, on n'a pas entendu, si on a entendu un petit peu, mais ça a pas cassé ses verres comme si ça aurait été Nasri, un exemple, hein. Mais on peut en parler d'autres, hein. Donc ce coup de boule, on peut peut-être en parler un peu plus profondément. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud? Peut-être qu'on n'a pas ensemble. Moi, j'étais hommage. Je vais vous raconter parce que je suis bien passé. D'abord, il faut savoir, c'était quand même Jacques Chirac, donc à l'époque président de la République, qui a excusé Zinedine Zidane. Donc bon, c'est pas rien, c'est pas les journalistes. Et moi, je travaillais à l'époque au Journal du Dimanche. J'ai eu la chance d'assister à ce match hors norme à tout point de vue. Et j'étais à quelques dizaines de mètres de celui qui était directeur de la rédaction de l'équipe, qui s'appelle Claude Grossan, qui a écrit un édito assez acerbe en expliquant
que Zidane n'avait pas le droit de faire ça. Quand on est père de famille, on n'a pas le droit de commettre une telle boulette dans le monde, devant le monde entier, qui est un mauvais exemple pour la presse, et pour tout le monde, pour tous ceux qui regardent et pour tous ceux qui ont envie de pratiquer le football. Et la représailles, elle a été directe, c'est-à-dire que quelques jours après, les annonceurs et Danone en tête, on sait combien d'argent met Danone, c'est un annonceur important dans l'équipe, a menacé de retirer tous ses budgets annonceurs à La l'équipe. presse l'a excusé quand même en disant oui, c'est un Claude arbitre Roussan l'a détaillé, c'est assez évident qu'il a sorti. La presse a quand même dit oui, mais vous comprenez, c'est l'arbitre adjoint, il l'a vu sur la caméra, il avait pas à le dire à l'arbitre, machin, qu'il devait lui mettre carton rouge et tout. On cherchait toutes les excuses pour essayer de dire qu'il fallait pas le virer, quoi. Ouais, mais on voit que John, c'est le contraire. C'est Jacques Chirac, le président, qui dit qu'il a raison. Donc après, c'est compliqué parce que quand vous dites les médias, c'est difficile. C'est comme si on disait les joueurs de foot. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une campagne pro Zidane. Hein. Après, il y a toujours personnalité préférée des Français ou presse, même si c'est Omar Sy aujourd'hui, et il reste intouchable. Hein, mais c'est vrai que sur le fond, c'est. L'histoire de dopage, on en a quand même pas des masses parlé en France, quoi. Comparé à... Non, comme l'a dit Arnaud, je pense qu'il y a certains médias justement qui, enfin, on le sait tous, hein, comment ça se passe dans les journaux. Hein. Arnaud pourra peut-être nous éclairer un peu là-dessus, mais après que des journalistes soient proches d'agents et fassent mousser un peu des joueurs, ça c'est possible. Hein. Oui, mais ils sont passés devant les rédacteurs et les rédacteurs en chef disent oui, on met ça, oui, on met pas ça. C'est un peu ça, Arnaud, actuellement. De toute façon, oui, mais vous savez, moi je suis resté 7 ans à France Football. C'est difficile d'être neutre. Hein. Moi, je suis journaliste, donc je raconte un peu ce que je vois à la coulisse. J'essaie de décrypter, mais je recevais parfois des lettres me disant c'est honteux, vous êtes supporter du PSG. Et pour le même papier, on pouvait recevoir quelqu'un qui disait c'est honteux, vous êtes supporter de l'OM. Donc après, ça dépend du quel côté se place le lecteur. Il n'est pas objectif, le lecteur, mais c'est normal, il est supporter. Nous, globalement dans la presse, il me semble qu'elle est plutôt, je veux dire, elle est beaucoup moins engagée qu'en Angleterre où oui, on l'a vu avec le cas Harry Redknapp, hein. En Angleterre, ils ont fait d'un entraîneur très moyen un demi-dieu du football qui devait être le successeur et le sauveur de l'équipe d'Angleterre, par exemple. Redknapp. Ah bah entraîneur moyen, oui, mais bon, oui, c'est difficile. Après, pour Zidane et le dopage, c'est moi j'en entends parler, mais enfin, si vous sortez quelque chose, il faut être sûr de soi, donc c'est procès, quoi. Donc ça n'a jamais été démontré. Après, il y a eu la Juventus. Si, il est passé devant le tribunal quand même pour ses affaires en Italie. Oui, bah comme Didier Deschamps d'ailleurs, hein, pour un taux d'hématocrite, hein, mais après, est-ce que ça veut dire qu'il était dopé? Je sais pas. Zidane, c'est une icône, hein, on touche pas. Vous savez, il y a eu un livre à charge sur lui. Les gens rejettent, hein, parce que ils n'aiment pas qu'on dise du mal de comme Messi en Espagne, quoi. Au moment où Cristiano est arrivé en Espagne, on a fait une campagne anti-Cristiano et pro-Messi, alors que bon, Messi, il en a des corps dans son placard. Alors, l'Espagne, c'est un peu différent parce que, si vous voulez, il y a une presse très pro Real Madrid et une presse très pro Barça qui est assumée. Alors qu'en France, on a moins ça. Bien sûr. Par exemple, je vous pose une question. Pour vous, l'équipe, ils sont supporters du PSG ou de l'OM? Moi, je sais pas. Je pense qu'ils essayent de faire des bonnes ventes et en ce moment, c'est compliqué. Et que quand il y a des bons résultats à Paris ou à l'OM, ça donne des bonnes ventes, en tout cas des moins mauvaises ventes. Ils sont je pense qu'il n'y a pas de, en France, on peut pas repérer qui France Football s'ils sont. Il y en a qui vont vous dire ça. Moi, personnellement, dans mon équipe ou tous eux, je pense pas, hein, messieurs, vous pourrez répondre de vous-même, mais moi, personnellement, je vois pas dans l'équipe plus pro, machin, ou ceci, cela. Même dans les radios, je vois pas plus pro, machin. En France, il y a pas de. Il y a certains journalistes qui sont pro Marseille ou pro PSG, mais il n'y a pas des journaux ou des radios complètes, à part Heureusement, parce que. À part une radio locale marseillaise, bien sûr, elle va être pro Marseille. Oui, c'est normal, on va dire. C'est normal. Sinon, les grandes radios ou les journaux français, non, il n'y a pas de. Jean-Michel, qu'est-ce que toi tu penses justement de ces coups-là, ou par exemple sur Zidane, hein, où on n'a pas vraiment attaqué comme si ça aurait été un joueur normal, quoi. C'est pas un joueur normal déjà. Hein. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà pour commencer, c'est pas un joueur normal, donc lui comme d'autres à toute réaction extrême, on a une réaction équivalente. Après, comme je l'ai entendu tout à l'heure, à partir du moment où il avait été absous par le président de la République, je veux bien qu'on accorde une importance extraordinaire aux médias, mais bon, ils sont pas magiciens non plus. Ils vont dire quoi derrière? Enfin, nous, on était tous d'accord pour dire qu'il a eu une mauvaise réaction, une réaction qui était condamnable. Maintenant, on serait pas rentré dans
dans une surenchère au niveau des critiques, parce que je pense que lui-même, au fond de lui, sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Maintenant, à partir du moment où le président de la République prend la parole 2 jours ou 3 jours après le coup de boule, il est compliqué de réagir là-dessus, quoi. Ouais, non, mais ça restait un peu complexe, mais bon. Enfin, ça restera un peu timoré toutes ces histoires en tout cas. On finit ce premier débat. Merci à vous tous et puis merci à Arnaud Ramsey qui est resté avec nous. De rien. Juste avant, parce que vous l'avez fait sur Liberté pour les auditeurs, mais quand on aime le foot, on parle foot, c'est notre première, c'est votre première. Donc il faut juste faire la phrase de l'invité. Beaucoup l'ont sont passés comme vous l'avez entendu tout à l'heure sur le jingle. C'est simple, il faut dire ici Arnaud Ramsey. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Je vais essayer du premier coup. Alors, Allez, ici, redites-moi. Alors, ici, c'est Arnaud Ramsey. Ça voilà. va. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. D'accord. Donc, j'ai pas une fois de mémoire, je m'aperçois. Donc, j'y vais. Allez-y. Bonsoir. Ici, c'est Arnaud Ramsey sur Quand on aime le foot que vous écoutez sur RTS. Et c'est très bien, vous l'avez fait à votre sauce, c'est très très bien. On a beaucoup qui sont loupés, Monsieur Violo l'a fait toujours actuellement, il essaye toujours de la faire, c'est un peu complexe. Le méchant. On dévoilera un peu de coulisses parce que ça a tellement été énorme. Bon, c'est pas grave. Best-of. Ouais, merci beaucoup d'être passé dans notre émission. De rien, bon match et bonne soirée en tout cas. Merci, bonne soirée. Merci, et puis à très bientôt sur un jour sur la... Merci, au revoir. Voilà, messieurs, je vous laisse aussi Jean-Michel Badiane. Je veux pas de vous voyer, mais je vais te tutoyer. Bonne soirée à toi, Jean-Michel. Vous de même. Hein. Merci bien. Et puis, on va continuer sans toi l'émission. On te dit à mardi prochain. Et puis, écoute, bon match dans la voiture, alors. Ah, oui, hein. Pas le choix. Hein. Bonne soirée et profite alors, bien. Tu seras RMC ou tu seras RTL? Je sais pas encore, j'ai pas fait mon choix. Ça, c'est un gros choix, Bon, Jean-Michel, à mardi prochain. Et puis, je te coupe et je te dis à mardi prochain. Merci, Jean-Michel. Très bien. Bonne soirée. Ouais. Bye. Allez, continue, messieurs. On n'est pas parti sur RTS Radio. Je laisse partir messieurs. Voilà, Jean-Michel qui est parti pour des histoires personnelles. Il pourra même pas regarder le match, donc c'est pour vous dire qu'il est malheureux. Allez, deuxième débat avec John et Brice sur l'équipe de France au mondial. Pourquoi on va au mondial? Pourquoi? Ça, c'est la question que mes chroniqueurs ont posée. Alors ça peut être une question piège comme pas une question piège, j'en sais rien. On verra bien comment va se mener ce débat. On va faire 20 minutes de débat sur cette équipe de France. Alors, donc on n'y est pas pour l'instant au mondial, on est plutôt barrage, mais on est encore loin. On est encore loin, parce que c'est pas encore fini. Mais si la France arrive au mondial, imaginons que si ce soir la France arrive au mondial, est-ce que la France actuellement a le niveau de la Coupe du Monde avec ce match contre l'Espagne qu'on a vu dernièrement, et puis avec ces nouveaux petits jeunes? Est-ce que actuellement on a le niveau quand même de la Coupe du Monde? Alors ça c'est une question peut-être un peu bête, mais on va voir. Si on dit c'est qu'on a le niveau, hein. Oui, quand même. On a le niveau, oui, mais est-ce qu'on va gagner? Ça, c'est autre chose. Non, mais non, bien sûr. L'objectif, c'est la Coupe d'Europe 2016 chez nous. La dernière fois qu'on a organisé une grande compétition, on l'a gagnée. C'était en 98. Je pense que beaucoup s'en souviennent. Et ce sera une étape pour que la plupart de nos joueurs prennent un peu d'expérience parce qu'ils n'ont aucune expérience internationale. Au final, on l'a vu en grande compétition. Je crois qu'il y a Lloris qui a 3 ou 4 matchs et Ribéry qui en a une vingtaine. Tout le reste, c'est pas loin de zéro. Ce serait peut-être bien à plus. On a vu que Varane et Pogba c'était des vraies réussites en équipe de France. Peut-être ramener d'autres jeunes comme Lucas Digne, par exemple. Enfin, un nom ou une Titi ce poste de latéral gauche. Non, prendre de l'expérience, très utile, puis voir un peu se mesurer au plus grand, parce que à part l'Espagne, on a affronté les grandes équipes dans des matchs amicaux et on sait que c'est pas vraiment les joueurs se donnent pas forcément à fond, étant donné qu'ils ont leur club à côté, il faut assurer. Brice, ton avis un peu sur cette équipe de France, niveau de Coupe du Monde ou pas niveau, ça est un peu une question. Ça va être un peu la question aussi dans quel groupe on va arriver aussi, donc on peut se dire. Ouais, déjà ça va être ça, ouais. Puis savoir dans quel chapeau ils vont tomber, pour savoir si ça va être comme pas comme la dernière Coupe du Monde, mais comme sur les derniers Euros où à chaque fois ils sont tombés sur des groupes super relevés.
et où c'était quand même déjà très difficile de sortir. Donc, vu l'état de l'équipe, fallait pas trop leur en demander. Tu trouves que le groupe de la Coupe d'Europe 2012, il était relevé? L'Angleterre, c'était pas jouable. Après, t'avais la Roumanie. La Roumanie, c'est toujours un peu la bête Non, noire. c'était l'Ukraine et la Suède. Ukraine, ouais, Ukraine. Ukraine chez eux, c'est quand même pas. Il y a toujours l'équipe. L'équipe chez eux, c'est difficile de la jouer. Oui, non, mais c'est sûr que si on commence à avoir des... Mais après, c'est vrai qu'il a raison sur ça. C'est toujours des équipes qui font peur, qui sont dures à jouer. Toutes les c'est équipes la vérité. du monde, hein. Je dirais. Ouais, surtout en plus en ce moment vu le niveau de l'équipe de France. Alors là depuis un an c'est un peu mieux, mais vu le niveau qu'il y avait même l'été dernier, enfin concrètement même l'Ukraine était dangereux pour la France. La preuve c'est que même la Suède, je pense qu'ils sont pas forcément meilleurs que les Ukrainiens, et ils ont battu la France. Donc non, je pense que là cette Coupe du Monde, moi ce serait plus en effet comme tu disais avant pour un entraînement, une répétition générale avant 2016. Alors, justement, ça, est-ce qu'on a le droit de dire ça en France? Alors moi, je vais vous tacler parce que moi, je trouve ça pas du tout d'accord qu'on dise qu'une Coupe du Monde, est-ce qu'on peut dire qu'on peut la préparer pour l'Euro prochain qui sera en France, hein, si je me trompe pas, hein. En 2016. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Parce que quand même, une Coupe du Monde, on va pas se préparer en Coupe du Monde. Ça va pas être un grand oral pour l'équipe de France. Non, on n'a pas le droit de dire des choses comme ça. C'est réaliste. Oh, c'est dur quand même. Est-ce que tu peux dire, alors on peut rivaliser avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil peut-être en ce moment, mais on peut pas rivaliser avec eux. Donc oui, en Coupe du Monde, si on sort des groupes et qu'on fait un quart, ce sera une Coupe du Monde très 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 réussie. Puis après, comme en 2006, on n'était pas favoris, l'Espagne devait nous humilier et au final, on va en finale avec une séance de tir au but. Je veux dire, après tout peut arriver. Hein. Ouais, c'est pour ça, dans cette Coupe du Monde, tout peut arriver. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre de dire que... c'est sûr qu'on n'a pas un grand niveau cette année, c'est sûr. On est en train de reformer, comme on l'a dit, hein, des bons jeunes qui arrivent, donc faut les former aussi. Faut qu'ils se forment aussi au haut niveau. Ils n'ont pas fait des saisons entières au haut niveau non plus. Donc il y a des choses qui se passent. Après, ils ont fait des bonnes préparations pro, en tout cas. Après, est-ce que ça va suivre derrière aussi à tous les postes? Ça va être un peu complexe aussi à voir. Et il y a aussi des blessures. Moi, je suis un peu partagé sur ça. J'ai de la peine à dire qu'on va se préparer pour l'Euro. Il faut jouer notre chance à fond sur la Coupe du Monde. Après, dire qu'on va la gagner, non. Là, je pense qu'il faut être réaliste là-dessus. Hein. On est actuellement pas capable de dire qu'on va gagner une Coupe du Monde. Se préparer pour l'Euro, je trouve ça un peu dur. Il y a des préparations, les éliminatoires de l'Euro. Ah, justement, ça, c'est une préparation. Oui, mais... On va faire que des matchs amicaux. Hein. Ce sera que des matchs joués à moitié. Hein. C'est vrai que t'as pas tort là-dessus. C'est vrai que ça jouera. Ah oui. Justement, ça jouera. Qu'est-ce que t'en penses, Brice, justement, de ça, cette Coupe du Monde, un grand oral pour la France, parce qu'après, comme le dit John, c'est une bonne réflexion. Derrière, il y aura que des matchs amicaux, pas de. Non, mais moi, je suis d'accord. Enfin, après, c'est pas forcément évidemment le staff, les joueurs vont pas aller à cette Coupe du Monde en se disant ça va être un entraînement général. C'est plus, pour nous, les observateurs, le public, les journalistes, etc., se dire que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à espérer, si ce n'est, comme disait John, un quart de finale, ce serait déjà pas mal, voire très bien. Après, plus, ce serait du bonus. Mais c'est surtout, prendre que tous ces petits jeunes qui arrivent, prennent de l'expérience, se développent un peu, créer une équipe aussi, parce que là, actuellement, il y a quand même pas... On peut rivaliser avec des grandes équipes, mais sur une compétition de 4 semaines, etc., ça me paraît un peu plus compliqué. Donc je pense que c'est quand même intéressant d'y aller en mode on n'a rien à perdre, on va tout donner, mais on n'a rien à perdre. Si on est éliminé, c'est pas grave. Au moins faire le quart de finale. Et surtout, c'est ça, préparer l'Euro 2016, parce que l'Euro 2016, la pression elle va être quand même beaucoup plus forte. Ils auront pas trop intérêt à se planter parce qu'ils jouent à la maison. Il va y avoir tous les instants. Il y aura une grosse pression médiatique. Ouais, ça va être. Attente du public. Ah oui, c'est sûr, parce qu'on ça va être autre chose que 98 en plus. 98, il y avait quand même le public, pas mal de parties du public. Il n'y a pas grand monde qui croyait non plus en 98. Hein. Ouais, mais il y avait quand même une partie Enfin, moi, je me rappelle, j'étais un peu jeune, mais je me rappelle que c'est le moment où, entre autres, les médias s'étonnaient que les femmes se mettent à suivre le football. Donc aujourd'hui, c'est quand même plus le cas. Il y a beaucoup plus ça a pris beaucoup plus d'importance le football dans la société française. Donc là, c'est la première grande compétition en France depuis 98. Il n'y a pas le choix, quoi. Il faudra la gagner. Autre chose qu'une victoire, je pense, que ce sera vu comme un échec pour les instances. C'est sûr que sur cet Euro, ça sera autre chose que sur la Coupe du Monde ou que ça sera au Brésil. Automatiquement, le Brésil sera énormément favori, même si actuellement il n'est pas très très bon.
C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes, mais bon, il est quand même d'un niveau beaucoup plus fort que la France, on va pas se cacher là-dessus. Il y a énormément de bons jeunes, attention. Le Mais Brésil bon. aujourd'hui, ils n'ont pas un niveau supérieur à la France. Oui, je pense pas non plus. Vous Je êtes sais pas pas si d'accord. t'as vu les matchs contre l'Italie ou contre la Russie. Si, j'ai vu C'était des pas une matchs. équipe. C'était pas une équipe, c'était à l'image de Neymar, un mec Ouais, qui voilà, prend le ballon c'est et ça. qui va marquer son but tout seul. Hein. Bah oui, Ils ont- justement, mais il y a un gros potentiel quand même, vous trouvez Oui, pas? bah, Non, en France ils ont aussi. des bonnes individualités. En mais ils France ont- aussi, on a un gros potentiel. Ouais, je Brice, pense- vas-y. Moi, je pense, oui, non, en effet, comme dit John, il y a des bonnes individualités, mais pas d'équipe. Donc, à partir de là, pour faire une Coupe du Monde, eux, par exemple, c'est l'exemple du pays qui a pas réussi à créer une équipe pour la compétition chez eux. Et je pense que 2014 va être assez fatal pour le Brésil. Alors, En plus, le sélectionneur va prendre une grosse pression, les joueurs, tout le Il monde. a changé aussi. Hein. Il y a, Ouais, il y a a des changements changé. de sélectionneurs et tout. C'est pas forcément facile. Hein. Je sais qu'ils avaient normalement prévu, justement, ils avaient emmené une équipe des moins de 23 ans là pour les Jeux Olympiques avec quelques joueurs de plus de 23 ans. Ils sont Ils arrivés ont quand pris même une torche. en finale. Et ils prennent une torche. Bon, après, le Mexique était quand même, a priori, enfin, l'équipe surprise et eux aussi, ils ont quand même une superbe génération pour le futur. Je pense que ça va être costaud. Mais en gros, le Brésil voulait justement créer une équipe entre autres autour de la victoire avec, par exemple, cette médaille d'or. Au final, ils l'ont pas eu. Et je pense que ça a mis du retard dans leur chantier et que ça va pas être facile pour eux d'avoir une vraie équipe compétitive qui puisse aller battre les Et meilleures c'est équipes. pour ça qu'utiliser 2014 comme un tremplin pour 2016, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Ah, moi, je pense que, ouais, ça peut être même très utile. On verra comment Didier Deschamps réagira là-dessus. Je pense pas qu'il dira ça, mais il dirait tout à fait le Ah non, contraire. il va pas le dire, je pense pas, non. Il aura pas le droit de le dire, je pense aussi, mais parce que ça va être vite repris dans les médias, très mal pris, hein, surtout. Hein. Bah, les journalistes, ils vont pouvoir y aller. Messieurs, dernière question sur ce débat. Jusqu'à où ira-t-on, où on peut aller, quelle ambition on peut avoir pour cette Coupe du Monde, car toi, John, tu l'as dit tout à l'heure, donc j'ai un peu grillé la question, mais toi, tu serais plus sur les quarts, quoi, parce qu'il y a les huitièmes avant, hein, pas comme à l'Euro. Il faudra voir le groupe déjà, il faudra voir le tirage, parce que ouais, voilà, bien sûr. On sait pas vraiment, mais on n'est pas haut. Hein. Ouais, mais en tant que équipe de France, on pourrait s'imaginer justement aller voir quelque part, même si on n'imagine pas le groupe. On va se projeter dans l'avenir, mais sans vraiment savoir le groupe. Mais on aimerait bien avoir une ambition de quelque chose. Donc automatiquement, son Didier Deschamps a signé quelque chose. Automatiquement, sur une ambition de passer quelque chose. Donc l'année dernière, c'était l'Euro, c'était l'écart, et ils l'avaient signé. Hop, ils ont pu jouer contre l'Espagne. Donc j'espère quand même que cette année, ils vont le faire signer jusqu'en finale. Comme ça, ils auront au moins la pression jusqu'à la fin. Pour vous, alors, ça serait huitième ou quart, toi, pour John, plutôt. Ouais, puis après, je veux dire, là, par exemple, on voit que l'équipe de France est moins bien. On a un Benzema qui marque pas, mais il a le potentiel pour être un top attaquant. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? On a une défense qui se met en place. Hugo Lloris qui est parti en Angleterre, qui est juste énorme. Matuidi qui est juste énorme au PSG. D'ici un an, on va avoir une équipe avec un gros potentiel. Après, faut voir comment ça va se tourner, hein. Comme tu le dis. Oui, hein, comme on le dit aussi, les carrières des joueurs, ça peut vite tourner, comme on a déjà reçu certains qui auraient pu partir à droite à gauche et puis que blessure à droite à gauche et automatiquement jouer moins bien et un peu plus complexe. Tout pour toi, Brice, quelle ambition pourrait se mettre l'équipe de France? Je pense que quart de finale, quand même, c'est pas mal, hein. Parce que quart de finale, en gros, t'arrives dans les 8 meilleures nations mondiales. Là, si on regarde sur le papier aujourd'hui les 8 meilleures nations mondiales, ce serait déjà pas mal, je pense, pour l'équipe de France. C'est-à-dire que tu arrives avec a priori des équipes comme l'Argentine, Brésil, Allemagne, Espagne, Angleterre, enfin, Pays-Bas, des équipes. Pays-Bas, Italie, oui, il y a quand même. Le foot depuis plusieurs même années. Uruguay aussi. Enfin, je vous dis aussi pareil Mexique, je pense que dans un an ils peuvent faire quelque chose. Donc il y a quand même, t'arrives sur un bon niveau et tu t'imposes quand même comme une nation, tu redeviens en tout cas une nation importante au niveau mondial. Et juste pour faire bref, là, Vas-y, Brice, vas-y. J'ai des réactions Twitter là qui disent que qui vont dans notre sens, hein, qui disent qu'en effet que cette Coupe du Monde doit être comme un gros entraînement pour l'équipe de France, c'est-à-dire que les joueurs vont apprendre à gérer la pression, vont pouvoir voir comment se passe une grande compétition internationale, comment. Il y a des joueurs comme Benzema, Matuidi, ils ont zéro match en Coupe du Monde, par exemple. Hein. Coupe du Monde, oui, bien sûr. Beaucoup, ouais. Pourtant, on en parle comme si c'était des piliers de l'équipe, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on a des joueurs inexpérimentés à presque tous les postes.
Oui, mais c'est ça, attention, dans d'autres pays aussi, c'est pareil, c'est exactement la même chose aussi, hein, faut pas se cacher non plus. Après, c'est sûr qu'une Coupe du Monde, ça forge un groupe, ça permet de créer aussi un groupe ou de complètement démanteler, comme on l'a vu Oui, non, mais là, à c'est cette Coupe tous les du Monde en joueurs. Afrique du Sud, quoi. Là, c'est tous les joueurs qui n'ont aucune expérience, à part Ribéry, Evra et Lloris. Et puis surtout, même, moi je pense que même au niveau des adversaires, pour faire à peu près le tableau, il y a quand même des Allemands, en gros, c'est à peu près leur dernière chance avec cette génération-là de gagner une Coupe du Monde. Donc je pense qu'ils vont arriver comme des Non, morts. ils ont encore jusqu'à 2018, je pense. Ouais, Ils ont il y a quand même beaucoup de jeunes. Ça Ils ont me une paraît un relève peu énorme. complexe. Moi, je serais plus rangé côté des de Brice, hein. joueurs. Ça va être un peu chaud quand même. Ils ont quand même une très très belle génération même qui arrive derrière, Par mais Lam, il y a du travail quand même. Lime et Schweinsteiger, qui sont quand même. Schweinsteiger, il a 27 ou 28, hein. Ouais, enfin même, je pense que même Ouais, ceux qui physiquement ils pourront tenir. Ouais, enfin aujourd'hui, à 31 ans au football, t'as l'impression que t'es mort. Donc, Oui, en France, et- t'as l'impression que t'es mort quand tu vois des Giggs, des Scholes, petit à petit, les Oui, soins. Klose, il y en a rappelez-vous aussi en Allemagne, hein, Klose qui a quand même fait une très très belle Coupe du Monde aussi. Hein, il y a Pirlo aussi. Ils sont en train de le remplacer. Ils ont fait un système d'alarmement sans attaquant, voir ce que ça donnait avec un Götze en pointe. Il y a un petit jeune de 19 ans, je me souviens plus de son nom, mais pas qui va prendre la relève, mais qui d'ici 3-4 ans, il sera au top comme posé en ce En tout moment. En tout cas, pour faire court encore, on peut encore un peu en parler. Je vais y arriver. De toute façon, tout va se jouer dans le groupe. Le problème va être là. Hein, c'est où on va être classé. Ce classement qui est actuellement un peu, pour moi, bizarre. On est actuellement derrière la Belgique. Donc tout va se jouer là-dessus. Dans quel chapeau va être ceci, cela. Ça risque quand même d'être. Moi, j'ai bien peur là-dessus que ça risque ça va être un assez système. complexe. Les pays européens se retrouvent pas tous ensemble dans un groupe non plus. Hein. Il y a un système avec des groupes africains, enfin avec des pays africains, des pays d'Asie, des pays d'Amérique. C'est assez mixte les groupes quand même. Tu vas pas avoir un groupe. Oui, bien sûr, mais ça va quand même. Espagne, Italie, France, Pays-Bas, tu vois. Oui, mais les chapeaux, il y aura des chapeaux, je crois. Hein, je pense qu'il y aura des chapeaux 1, 2, 3, de toute façon, dans tous les cas. Mais en fonction. Non. Même ils font des chapeaux par rapport au continent, plus ou moins, je crois. D'accord. Il y a des chapeaux en fonction du niveau, mais aussi en fonction des continents. Je crois que ça se passait un peu comme la Ligue des Champions. Bah écoutez, tu vas avoir un France, Cameroun et Mexique par exemple, ou Japon. Oui, en fait, ça sera plutôt. Je comparais plutôt. J'ai une mauvaise comparaison. C'est plutôt avec les chapeaux justement sur les barrages. On parlait la dernière fois avec Chris. Qui nous racontait que il y aura chapeau 1 et chapeau 2, donc pour séparer les groupes. Donc on peut rencontrer le Portugal ou des choses comme ça. Pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. Quelque chose à rajouter là-dessus, messieurs? Sinon. Et sur Twitter, juste les gens voient plutôt un quart de finale. Hein. Quart de finale, ça leur paraît possible et réalisable. Plus réalisable. Ok. Bon bah écoutez, cher Twittos, je l'espère aussi. Moi, même voir plus loin, ça serait très très bien quand même pour forger ce groupe. On l'espère en tout cas. John, quelque chose à rajouter ou c'est bon? Non, que c'est important aussi de voir ce que je disais tout à l'heure, des Pogba, des Varane, certainement des Lucas Digne, prendre de l'expérience et arriver à maturité pour l'Euro 2016. Les Mangala. C'est clair. Écoutez, messieurs, on va passer au pronostic. Les pronostics de ce soir, avec un très très grand match qui va arriver, bien sûr, hein, le match Nancy 3, le match du Classico, dit le Classico. Non, je rigole, mais le match en tout cas du bas de classement, parce que tout a été relancé dernièrement par 3, hein, quand même, faut pas se le cacher. 3 qui a fait un très très bon match. Hein. Le relais Classico. Ouais, le relégable Classico. Tiens, voilà. Nous, on rebaptise les Classicos, mais du bas de classement. On n'est pas comme Canal+, on prend pas les hauts. Non, on aime mieux Nancy 3. Non, en tout cas, ça va être un match peut-être très fermé ou pas. En tout cas, on va pronostiquer. Non, attention, parce que 3, il joue au football. Hein. Justement. C'est un beau football. J'espère. J'espère que déjà ça jouera bien. John, ton pronostic justement sur ce Nancy 3. Je vais espérer 3 parce que justement il joue au football, il ferme pas, je dis pas qu'ils méritent pas de descendre, attention, mais au moins ils osent, ils tentent, ils jouent au football et tu t'ennuies rarement quand tu les vois jouer. Donc j'espère une victoire de 3. Allez, une victoire de 3. Brice, ton pronostic sur... Ah oui, 3. Allez, 3. Demande aux tweetos en même temps. Moi, pour ma part, Nancy a quand même fait un très très bel exploit quand même à l'extérieur. Bon, après, ça va être à domicile, mais bon, ça reste complexe quand même.
Comment? Un très bel exploit. Ils peuvent prendre 3 en contre justement parce qu'ils s'exposent beaucoup. Ouais. Moi, je vais plutôt parier un match nul. Allez, ouais. C'est vrai que t'as pas tort, mais bon, je vais prendre. Vous avez dit 3, je vais pas dire 3, je dis un match nul. N'oubliez pas, hein, il y a le classement à la fin de l'émission, bien sûr. Hein. Enfin, à la fin de tous les matchs. Hein. Sur Twitter, il y a Jérémy Batet qui nous dit Nancy avec un but de Gébourg. Ok, bon bah écoute. Supporter rennais, ça. Ouais, on voit, bon, de toute façon, oui, on sait très bien que Monsieur Batet est un supporter rennais. Dernier pronostic, parce qu'on a pronostiqué tout à l'heure sur PSG Barça. Donc, dernier pronostic pour nous. Manchester United contre Manchester City. Premier contre le deuxième. Là, c'est un match, un choc des titans. Là, c'est vraiment le gros match. Là, c'est le big match. On va commencer par John qui est... Il y a Grégory D qui dit 2-2 pour Nancy 3. Il y a qui dit ça? Ouais. Grégory D. Ah, d'accord. 2-2. 2-2. Sinon, United City, c'est difficile, hein, parce que United paraît pas très bon en ce moment et City se remet à jouer. Ouais, je vais aller dire match nul, mais c'est compliqué. Ce sera le lundi. Ce sera ce match, ouais. Mais en tout cas, ça va être un match que moi je vais suivre, mais ça va être un match. Ça va être un match où il va y avoir énormément de buts, où ça va être hyper serré, hein, John, hein, quand même. L'année dernière, le titre se joue certainement sur un 1-0 sur corner, but de compagnie pour City. C'est vrai que et en début d'année, le contraire, on a eu un 3-2 avec un but de avec un coup franc de Robin van Persie, il y a une tête de Rio Ferdinand de mémoire à la dernière minute. C'est vrai que c'est soit fermé, soit des matchs de fou. Ouais, voilà. J'espère que ce sera un match de fou. Oula, ça attaque. C'est soit fermé, soit match de fou. Les deux équipes jouent pas de la semaine, ils auront le temps de se reposer, parce que là, il y a United qui a joué deux matchs en 48 heures. Ça fait un peu polémique en Angleterre. Donc les équipes auront le temps de se reposer. J'espère qu'on verra du beau football. On verra, on essaiera. Brice, ton pronostic, et puis si les pronostics des tweetos, s'ils ont tweeté, bien sûr. Je vais dire Manchester. United. Ok. Parce que Manchester, je veux bien, mais t'aurais eu double chance. Moi, je me trompe pas. À noter que si United gagne, ils auront 18 points d'avance à 7 matchs de la fin, c'est-à-dire ils seront à 3 points du titre assuré, quoi. C'est-à-dire que tous les championnats seraient presque finis. Ouais, il reste que en Allemagne. Là, il restera plus que la France pour conclure, parce que l'Italie, je crois que c'est quasiment terminé je veux pas dire de bêtises, donc. Ouais, il y a la Juve qui est bien partie. Je sais pas combien d'avance ils ont, mais oui, ils sont largement. Bah, la France aussi, c'est bien parti pour le PSG. Tu peux me redire ton pronostic, John, parce que je l'ai pas marqué, c'était nul, hein, tu m'avais dit. Ouais, un petit 2-2. Ouais, ça va être un match pour moi hyper fermé. Je vais mettre aussi match nul. Nos tweetos, Brice. J'espère c'est United. Tout le monde. United, ouais. C'est vrai que United fait une très très belle saison. Il y a rien à dire là-dessus. Puis Manchester City, c'est un peu complexe pour Manchester City. Et il marque pas en ce moment, United. Robin van Persie, attention. Ouais, là, apparemment, ils annoncent son réveil sur Twitter. Ah, 12 matchs marqués, je crois, hein, pas loin. Ah oui. Voilà. On verra ça. J'espère qu'ils vont marquer. Alors, ce soir, il y a eu des belles choses qui ont été dites par Antonetti ce week-end à Rennes. Hein. C'est très belle chose. Alors, qui a bien vanné ses joueurs quand même. J'ai trouvé ça c'est nul à chier justement. Alors, ça va être. Et ce soir, il va juger notre émission. Et donc, on l'a en direct avec nous. On va écouter ça, messieurs. Écoutez bien, parce que je crois que ça vaut le détour. Allô, Antonetti, attends, on va écouter. Ça m'énerve. Je suis furieux là-dessus. Alors, je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière. Je sais pas ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je sais pas ce qui s'est passé il y a 3 ans. Je m'en fous. À un moment donné, il faut dire les choses. On dit, on va mettre 4 points, on va mettre 3 points, on va faire ci, on va faire ça, arrêtez. C'est vrai qu'on a été nerveux sur la fin. Qui c'est qui met la gifle? C'est moi? Donc, il faut tout dire. Dites tout. Tout simplement. Voilà. Bah, les gars, on a été mauvais ce soir. Ça donne on met des claques, hein. Attention. Ce week-end. Bon, je sais pas qui met les claques, les gars. C'est le week-end entre Mancini et Antonetti, ça met des claques, hein. En tout cas, on a été très nerveux sur la fin. Écoutez, messieurs, on a peut-être mérité le carton rouge. Bon, voilà, bien sûr, avec petit trucage, bien sûr. On se cachait, hein, bien sûr. Antonetti n'était pas là dans l'émission. Merci. Ouais, donc, comme si personne ne le savait. Ça, c'était facile à dire. Merci à John, merci à Jean-Michel Baden, merci à Brice d'être là.
Merci pour cette belle émission. Merci encore à Arnaud Ramsey, notre invité de cette émission. Un grand merci à lui. Et puis écoutez, on verra à la fin de ce match qui aura eu raison de ses pronostics du PSG Barça. Merci à tous mes sponsors football.com, tout le monde s'en fout et jeunefoot.com. Merci à eux. Et puis, on se retrouve mardi prochain à 20h. Maintenant, c'est tout le temps 20h. On retrouvera Mourad Enzif, joueur du Red Star, qui a toujours joué au national. Donc, on fera peut-être un débat national. On verra comment ça se passe. Parce que sur RTS Radio, on avait une émission qui s'appelait Le débrief du national, mais il a un peu ralenti. Donc, on va peut-être parler un peu plus de national le week-end prochain. On verra ce qu'on fera parce qu'il est ouvert à tout. Messieurs, je vous laisse, chers Twittos, regarder ce très très beau match PSG-Barça. Pour l'instant, je sais pas, il y a Beckham qui est sur le terrain apparemment. 0-0 pour l'instant. 0-0, merci John, parce que moi il y a le Bayern qui gagne 1-0 contre la Juve. Eh ben voilà, c'est très bien, on a été complet. Ben écoutez, je vous souhaite à tous un très très bon match et on se retrouve mardi prochain, comme je vous l'ai dit, mardi 20h, pas 21h, 20h. Ciao, ciao. Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le parrain de notre émission, Jean-Jacques Dely. Bonjour, Jean-Jacques Dely. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jérôme Delonzu. Ici Serge Aurier. Ici Steve Elana. Ici Ludovic Joly. Ici Larson Forêt. Ici Rénal Pedros. Ici José Saez. Ici Eric Raldesson-Atala. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butet. Ici Jean Choclin. Mathieu Séville. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle le foot. Je l'écoute sur RTS Radio. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.